Coucou tout le monde! J'espère que vous allez bien et que vous profitez pleinement de vos vacances. Pour ceux qui ont la chance d'y être, puisqu'on est dans la bonne période, j'étais en train de me demander pourquoi est-ce qu'on partait en vacances. Chérie, pourquoi est-ce qu'on part en vacances? Du coup, j'avais envie de vous faire une petite vidéo sur l'histoire et l'évolution des vacances. Ah bah dis donc! Presque 4 mois sans rien poster, il s'est vachement foulé pour trouver un nouveau sujet de vidéo. Les vacances telles que nous les connaissons aujourd'hui datent du début du XXe siècle. Mais elles ne sont pas apparues comme ça, directement toutes faites. Déjà, durant l'Antiquité, l'empereur romain Adrien avait fait construire une superbe villa dans les environs de Tivoli. Il voulait fuir Rome pendant les périodes de forte chaleur. Il a ensuite rapidement été imité par les riches aristocrates romains qui ont installé leur villégiature estivale principalement autour de Naples et de Pompéi. Ah, quel plaisir de fuir ces fortes chaleurs! Dans l'ancienne Égypte, la période estivale correspondait également au début des crues du Nil. Elles étaient essentielles à l'agriculture et à la survie des habitants, mais elles provoquaient le déplacement temporaire des populations vers le nord du pays. Au Moyen-Âge, les jours chômés sont nombreux et principalement dictés par l'Église. Mais ces jours ne sont pas synonymes de repos. Les journées doivent être consacrées au recueillement et à la prière. Eh oh! Pater Noster. L'Église proclame le dimanche comme jour du Seigneur qui devient un jour de repos hebdomadaire. Échappé belle. Ils permettent à la population d'effectuer des pèlerinages. Fêtes diverses, hommages aux saints patrons de corporations ou encore commémoration d'événements bibliques, tous les prétextes étaient bons. Chérie, tu m'aides à étendre le linge s'il te plaît? Je peux pas, j'ai pèlerinage. Pèlerinage? Mais pour qui? Pour Saint-Christophe. Voyager pour qui? Saint-Christophe? Saint-Christophe? Ouais, oui, Saint-Christophe. Et c'est ainsi que Saint-Christophe est devenu le saint patron des voyageurs. Les vacances étaient aussi liées aux travaux des champs et à la période des moissons. En 1231, le pape Grégoire II de Chypre a accordé des congés de vendange aux écoliers. Les enfants, vous êtes en vacances. Oui! Allez tous au champ maintenant, bande de feignasses. C'est à la Renaissance et grâce aux anglo-saxons que s'est réellement développé le tourisme et par conséquent les vacances. Avec l'émergence de l'idée de démocratie et de citoyenneté, les pèlerinages se font moins nombreux. Saint-Christophe, ouais. Revenez les hommes, ça prend plus! Profitant d'une économie florissante, la haute bourgeoisie anglo-saxonne a également été la première à partir en vacances. Elle profite des vestiges des thermes romains installés sur leurs côtes pour les remettre au goût du jour et développer le tourisme thermal. Ils y ajoutent jeux, sorties au théâtre, balades en bord de mer et lancent le concept de ville d'eau. Concept largement repris sur le continent jusqu'au début du XXe siècle. Saviez-vous qu'à Nice, la promenade des Anglais, qui date de 1830, doit en partie son nom aux nombreuses résidences britanniques de l'époque. Les Anglais profitaient ainsi d'un climat plus favorable pour passer l'hiver. Abigail, que diriez-vous de partir en promenade? Non, Alistair, il fait décidément trop moche. Je dis, nous devrions nous promener dans le sud de la France où il fait meilleur. Nous instaurerions ainsi une promenade des Anglais. Une promenade des Anglais? En France? Pas de chemin. C'est au XIXe siècle que se développe également un goût pour le tourisme vert. C'est ainsi que des stations balnéaires se sont développées le long de la Manche, mais également sur la Côte d'Azur, à Biarritz ou encore à Deauville. C'est à la fin du XIXe siècle que sont nés les premiers offices du tourisme français, ainsi que les premières colonies de vacances. Les jolies colonies de vacances, merci maman, merci papa. Tous les ans, je voudrais que ça recommence. Depuis la Troisième République, les écoliers bénéficient de 2 jours de repos par semaine. Cependant, le jeudi est longtemps resté consacré en grande partie au catéchisme et les vacances scolaires ont été peu à peu calquées sur le calendrier religieux malgré la loi sur la séparation de l'Église et de l'État de 1905 et la laïcité de l'école. Cette année, les enfants, nous allons étudier divers auteurs tels que Guy de Maupassant, Victor Hugo ou encore Émile Zola. Eh bien, cette année, les enfants, nous allons étudier la Bible, la Bible, et encore la Bible. Ah, j'oubliais. À la fin de l'année, on fera la Bible. Les grandes vacances ont alors lieu du 15 juillet au 30 septembre.
Les enfants bénéficient de 2 semaines de repos à Pâques, de quelques jours à Noël ainsi qu'à Mardi Gras. Mais le tournant a été pris en 1936 avec les lois sur les congés payés votées par le Front populaire. Désormais, les travailleurs pourront profiter de 12 jours ouvrables de vacances entièrement payés par leurs employeurs. Ah, 12 jours? C'est énorme. 12? Ah bah, moi, c'est le nombre de jours où je travaille dans l'année. Dans un premier temps, les congés payés ont été l'occasion pour les travailleurs de rejoindre leur famille à la campagne afin d'aider aux récoltes. C'est après la guerre que l'on a assisté à un véritable essor du tourisme de masse. Le caravaning et le camping rendaient les vacances plus accessibles, même si elles restaient encore chères. Bon chérie, j'ai fait les comptes. On a de quoi partir en vacances, mais pas de quoi rester en vacances. Ah ouais? Tiens ma bière. Et c'est ainsi que fut créé le camping. Bah, et ta bière? Je peux la voir, ça veut dire? Les villages du bord de mer, si paisibles en hiver, ont vu quadrupler voire quintupler leur population, notamment au mois d'août. Pour beaucoup, le grand voyage jusqu'aux vacances se faisait en train, mais le billet coûtait très cher. Tout le monde ne pouvait pas se permettre de partir. Il va alors être créé ce qui s'appelle un billet populaire de congé annuel. Une réduction pour le travailleur et sa famille sur le prix du train, à condition qu'il reste au minimum 5 jours quelque part. Voilà ton billet, Harry. Pour toi, il est moins cher. Ah bon, pourquoi? Parce que toi, tu as un front populaire. Le billet de congé annuel a été mis en vente par le chemin de fer dès 1936. Il a permis à plus de 550 000 personnes, plus du double dès 1937, de prendre le train pour les vacances. On assiste à une véritable transformation des mentalités. Le plein emploi et la croissance ont engendré des avancées sociales importantes. Grâce à la démocratisation de la voiture dans les foyers, les familles gagnent en liberté. Bon, t'as avancé! L'autoroute des vacances porte bien son nom. La Nationale 7 était la plus longue des routes nationales de France avec 996 km. Jusque dans les années 30, c'était une route réservée à un niveau social assez élevé. Ce n'est qu'après la guerre que cette route va devenir la route des vacances. La Nationale 7 a symbolisé pendant des années la route des grands départs en vacances vers le sud. Charles Trenet en a même fait une chanson en 1955. Nationale 7, il faut la prendre qu'on aille à Rome à 7. Que l'on soit 2, 3, 4, 5, 6 ou 7, c'est une route qui fait recette. Nationale 7. Les congés payés ont donc contribué en partie à développer tout un nouveau secteur économique basé sur le tourisme, le sport et les loisirs jusque-là réservés à l'élite. Même le gouvernement s'est doté d'un ministère du tourisme. Je veux partir à l'étranger. Contactez le ministère de la guerre, monsieur. Non, je veux y aller pacifiquement. Bah... Bon, eh ben, va falloir que je trouve un autre endroit. Et c'est ainsi que fut créé... Dans les années 50, les vacances coûtaient encore cher et malgré les congés payés, la classe moyenne n'en profitait pas vraiment. Consciente que rendre les vacances accessibles à tous améliorerait grandement la productivité des travailleurs, les grandes entreprises nationales investirent alors pour les enfants de leurs employés. C'est le début des colonies de vacances SNCF, EDF, etc. Eh les copains, vous partez en colo cette année? Ouais, mon père travaille à la SNCF, je pars en train. Moi, il travaille au PTT, je pars en fourgon postal. Ah bah moi, il travaille à EDF, alors j'y vais en baignoire comme Claude François. Ça s'appelle la colo-clo-clo. Colo-clo-clo? Oui, la colo-clo-clo. La colo-clo-clo. 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 Allez les enfants, c'est l'heure de retourner en classe. De 2 semaines de congés payés en 1936, on passe progressivement à 3 en 1956, puis 4 en 1969 et enfin 5 semaines en 1982. Les dernières lois dans les années 2000 sur les 35 heures inventent également le concept de RTT, réduction de temps de travail, qui s'additionne aux congés légaux actuels. Il s'agit d'un dispositif qui prévoit d'attribuer des journées ou des demi-journées de repos à un salarié dont la durée de travail est supérieure à 35 heures par semaine. Avec ces dernières lois, les vacanciers partent plus mais moins longtemps. Les congés s'étalent tout au long de l'année et pour des raisons économiques mais également pour échapper à la foule, on préfère se déplacer hors saison. Avec l'avènement d'Internet, la notion de tourisme est réinventée. Les antiques guides Michelin, guides du routard et guides bleus sont remplacés par des versions ou concurrents numériques alimentés par des avis d'experts ou de simples voyageurs. Sous l'impulsion des enseignants et des personnels pédagogiques, le système de vacances scolaires est fréquemment réorganisé pour finalement ressembler à celui que l'on connaît aujourd'hui. Suite au développement de la laïcité, elles ne sont plus dictées par la vie religieuse. Les congés de Pâques sont rebaptisés vacances de printemps, celles de Noël sont plus généralement appelées fêtes de fin d'année, etc. Le secteur touristique devient un poumon économique important qui crée des emplois et soutient des territoires dépourvus
dépourvus de ressources naturelles ou d'industrie. Le système de congés est rééquilibré pour adopter un rythme plus régulier. Les vacances d'hiver, par exemple, sont étalées par zone pour que le secteur des sports d'hiver puisse en profiter. Pour finir ce sujet sur de petites infos insolites, j'ai appris durant mes recherches que les écoliers japonais ont une année scolaire qui va d'avril à mars de l'année suivante. Ils ont une coupure l'été, tout comme chez nous, mais seulement pour le mois d'août qui sépare le premier et le deuxième trimestre. Ils reprennent la classe en septembre comme ils l'ont laissé en juillet. 私たちは9月に同じクラスに入ることを願っています。もちろん、馬鹿げている。いえ、私は見知らぬ人です。Ah, Baka Gaijin. C'est fini pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Évidemment, il est possible que j'ai pu commettre des erreurs dans les dates ou sur d'autres éléments. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si je me suis trompée quelque part. Je tiens également à citer ouvertement ma source principale pour cette vidéo, car c'est sur ce site que j'ai pu trouver l'exposé le plus complet et détaillé. N'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, à commenter et à partager cette vidéo. Pense à activer la cloche des notifications si tu veux ne rien manquer des prochaines vidéos. Mais surtout, abonne-toi!